Bonjour tout le monde et re-bienvenue à la troisième séance midi formation de la Wikiphonie. Je vais rapidement passer le micro à Anne-Marie, mais d'abord, je voulais juste dire, depuis 2016, je vais la présenter, depuis 2016, elle a fait 75 formations en Wikimedia. Donc, elle est très expérimentée. Elle participe, elle fait de la formation, entre autres, au Mardi c'est Wiki. Et elle a aussi participé à un concours, j'ai appris, et Anne-Marie, tu me diras si je prononce bien, c'est Un Libre, Un Reste. C'est Oui, un tournoi de bibliothécaires qui essaient d'ajouter le plus de références possibles à des articles sur Wikipédia. Euh, Anne-Marie a comme établi la norme, elle a placé la barre en 2018 en faisant 300 contributions en moins de 3 semaines. Et depuis ce temps-là, tous les bibliothécaires sont vraiment partout. Anne-Marie, tu me corriges, vraiment partout en Amérique du Nord. Essaie d'en faire plus. On voit jusqu'aux contributions de quoi 500, 600 maintenant. Et c'est vraiment Anne-Marie qui a commencé, qui a, comme j'ai dit, placé la barre. Donc voilà, elle est notre formatrice championne du référencement. Et je passe le micro à Anne-Marie. merci Julie. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la formation. Je vais tout de suite faire un partage d'écran, puis on va commencer avec la portion peut-être un peu plus théorique. Et ensuite de ça, je vais faire des démonstrations. C'est parti. J'ai prévu des moments de questions. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage pour poser des questions. J'ai des collègues, Catherine qui m'assiste aujourd'hui, qui va être un peu modératrice dans le clavardage. Puis aux pauses questions que j'ai prévues, elle va pouvoir me transmettre là, les questions qui ressortent le plus. Puis je vais tenter d'y répondre le plus rapidement possible et du mieux possible aussi. Donc, on commence la petite formation de contribution à Wikipédia. Je vais faire une brève introduction qui va être suivie d'une formation à Wikipédia. Donc, on va mettre les grands énoncés de qu'est-ce qu'est Wikipédia. Et comme je l'ai dit, je vais faire suivre ça par une démonstration. Puis, probablement que dans ma démonstration, on va pouvoir accueillir plus de questions. Puis, je vais pouvoir vous montrer des exemples en lien avec ces questions-là. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que vous vous familiarisez avec Wikipédia pour en comprendre le fonctionnement général, mais aussi pour réussir à faire, idéalement, que vous sortiez d'ici et que vous puissiez faire au moins une contribution de manière autonome. Je pose toujours une question aux participants. Là, vous allez devoir y répondre dans votre tête, mais je demande, est-ce que vous avez déjà contribué à Wikipédia? Certains diront oui, d'autres non. Puis peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent que qui ont l'impression que c'est un peu trop compliqué, c'est une bébite un peu bizarre. Pour ceux qui étaient parmi nous la semaine dernière, je vous ai présenté la page GLAM de BANQ. GLAM qui est un acronyme pour Gallery, Library, Archives, Museum. C'est une sous-page dans Wikipédia, donc ne pas confondre avec le portail de BANQ et ni l'article sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Comment faire pour y accéder? Dans la barre de recherche, wp.banq, on arrive sur la page GLAM et on a créé une page justement pour la grande Wikiphonie et même une page pour l'activité d'aujourd'hui. Je vous montrerai ça au moment de la démonstration. Mais ça reprend essentiellement à peu près tout ce que je vais vous dire, puis toutes les pages d'aide que je vais vous présenter au fil des minutes qui suivront. Juste pour s'orienter un peu. Donc, on est tous familiers avec les articles dans Wikipédia sur une panoplie de sujets, mais Wikipédia, ce n'est pas seulement un lieu où trouver des articles. On peut aussi trouver des pages d'aide pour savoir comment contribuer. Il y a un espace que je viens de nommer, justement WP, pour accéder à des sous-pages, dont la page GLAM. Mais il y a aussi des pages de discussion, des pages d'utilisateurs, des pages pour les projets, etc., etc. La façon de distinguer tous ces espaces-là, c'est de s'intéresser au titre des articles ou des pages. Donc, aussitôt qu'on a un préfixe, comme par exemple aide 2 points ou Wikipédia 2 points ou WP,
ou discussion de points, on est dans d'autres volumes, si on veut, de Wikipédia, mais quand il n'y a rien du tout, par exemple, ici pour base de données, c'est en fait l'article sur les bases de données, puis on va lire ce que c'est. Déjà, j'ai une petite pause question, donc je vais aller voir le chat, puis donc Catherine, tu peux aussi prendre la parole si besoin. Clavardage. Alors, Anne-Marie, il n'y a aucune question pour le moment. On continue. N'hésitez pas s'il y a des interrogations. OK, juste pour se positionner. Donc, on connaît Wikipédia, mais qu'est-ce qui vient d'où, etc., etc. Donc, Wikipédia, c'est la sphère avec les morceaux de casse-tête. Ce n'est pas un projet qui évolue en vase clos. Communique avec Wikimedia Commons, qui est la médiathèque des projets Wiki, qui contient entre autres les images qui sont présentes dans les articles de Wikipédia. Wikipédia communique également avec le projet Wikidata, qu'on peut reconnaître dans ce qu'on appelle les infobox, où aussitôt qu'il y a un petit crayon bleu, ça signifie qu'une information est tirée de Wikidata. Wikidata, ça permet de structurer et de normaliser des portions d'informations dans Wikipédia, dont les infobox. Quelques faits. Donc, Wikipédia, c'est un projet collaboratif, libre et multilingue. Je ne l'ai pas mis à jour, ça date de quelques semaines, mais c'est au-delà de 2 millions d'articles en français. Pour le Québec, on compte 30 000 articles qui ont été identifiés comme étant relatifs au Québec. Et parmi ces 30 000 articles-là, plus du tiers sont considérés comme des ébauches, donc un contenu qui est assez faible. On compte pour la francophonie environ 17 000 contributeurs actifs. Donc, ça signifie que les personnes ont fait au moins une contribution au cours du dernier mois. Et ça repose sur 5 principes fondateurs qu'on va explorer à l'instant. Premier principe, donc Wikipédia est une encyclopédie. J'aime beaucoup dire, d'avant, ça nous indique qu'est-ce que Wikipédia n'est pas. Ce n'est pas un annuaire de liens, ce n'est pas non plus une vitrine pour son entreprise, ce n'est pas un endroit où partager ses opinions, ses recherches inédites, ce n'est pas un endroit où faire de la promotion. C'est basé sur un contenu qui est neutre. Et ça va nous amener au deuxième principe. Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. Donc, on tente de représenter les faits de manière équitable par des informations qui sont vérifiables en utilisant des sources qui font autorité sur le sujet. Qu'est-ce qu'on veut dire par une représentation équitable? C'est que si un sujet fait polémique, on va tenter de représenter les deux pôles de manière équitable, pas seulement un des deux en lui accordant toute l'attention dans l'article. Troisième principe, Wikipédia est publié sous licence libre. Tous les projets Wiki sont publiés sous licence libre, donc une licence Creative Commons, qui permet de partager et d'adapter le matériel, mais toujours en reconnaissant la paternité, donc le créateur, et en respectant les conditions initiales à l'identique. Donc, si on crée un autre produit en utilisant les informations dans Wikipédia, une autre personne va pouvoir réutiliser, partager et adapter ce produit-là. Donc, la licence demeure la même. Wikipédia est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre. Donc, il y a un sentiment de respect, il y a un principe de consensus. Les contributeurs doivent aussi faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que on peut considérer que les gens font preuve de bonne foi. Même ici, ils font des contributions qui sont peut-être nous apparaissent maladroites. La première réaction qu'on doit avoir, c'est pas cette personne-là a fait n'importe quoi, c'est plus cette personne-là a fait du mieux qu'elle pouvait, puis maintenant, moi, je vais améliorer cette contribution-là pour la rendre plus conforme. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi, si jamais on n'est plus débutant, mais on regarde qu'est-ce que les autres font pour améliorer nos façons de contribuer. Et cinquième principe fondateur, tout simplement, Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes. C'est les 5 grandes règles. Le cinquième principe, c'est probablement un de mes préférés, parce que il évoque la souplesse des règles, évidemment, mais il appelle les contributeurs à oser contribuer. Donc, de ne pas hésiter à être audacieux dans les contributions,
Il nous indique que ce n'est pas nécessaire de connaître toutes les règles pour contribuer, puis de ne pas trop s'inquiéter si jamais justement on a peur de commettre un impair ou des erreurs, c'est normal, ça fait partie du processus. Et je le répète, Wikipédia, c'est un projet collaboratif. Donc, il y a toute une communauté derrière nous qui est là pour nous aider à s'améliorer et à faire de meilleures contributions. Du côté des questions, est-ce que ça va pour l'instant? Je suppose que oui. J'ai malheureusement pas accès au clavardage à cause du partage d'écran, donc Catherine, je me fie sur toi. Non, tout va bien, Ok. Marie. Les gens sont tout oui. Donc, à l'écoute, on poursuit. Donc, maintenant qu'on sait que Wikipédia est publié sous licence libre, puis que son contenu est neutre et qu'il est créé pour la communauté et par la communauté, on peut se poser la question comment je fais pour contribuer. On y arrive. Donc, la première question, c'est qui peut contribuer à Wikipédia? C'est tout le monde, même les utilisateurs non enregistrés. Qu'est-ce qu'on entend par un utilisateur non enregistré? C'est quelqu'un qui n'est pas connecté, qui ne sait pas créer de compte. On distingue les deux. Donc, ici, on a en rouge un identifiant non connecté. En vert, juste en bas, c'est mon identifiant, donc un utilisateur connecté. Dans les contributions, parce que chaque article a un historique de contribution, j'ai un exemple ici en bas, un petit extrait. Donc, en rouge, c'est l'utilisateur non connecté, qui en fait, il est identifié par son adresse IP, son adresse de fournisseur Internet. Et en bas, l'utilisateur connecté, donc on va avoir son pseudonyme, qui va être identifié avec sa contribution. On pourrait penser à tort qu'un utilisateur non connecté est plus anonyme, mais au contraire, un utilisateur connecté, il laisse plus de traces. Il laisse son adresse IP. Si c'est une adresse de une institution publique, on pourrait facilement identifier, ou on pourrait arriver même à géolocaliser d'où est-ce qu'il a fait sa contribution. Donc, c'est préférable de se créer un compte et de contribuer sous pseudonyme. Qui révise les articles et qui... je vais revenir sur les noms de contributeurs. C'est fortement déconseillé de créer des comptes à des noms d'institutions. Ce n'est pas des institutions qui contribuent, ce sont des personnes. Donc, chaque personne qui contribue a son propre compte et on ne partage pas les comptes entre les contributeurs. Qui révise les articles et les édite? Tous les utilisateurs et même les robots. Donc, dans Wikipédia, il y a des robots on dit qu'ils sont dressés pour effectuer des tâches, souvent des tâches de maintenance. J'en ai mis quelques-uns, donc il y a bottes de pluie, il y a toutes sortes de noms rigolos pour ça. Puis, ça permet de justement faire la maintenance, nettoyer certaines choses qui auraient échappé aux contributeurs. Et effectuer des tâches répétitives aussi. Qui évalue la qualité du contenu? Eh bien, tous les utilisateurs. Dans Wikipédia, il y a toutes sortes de principes qui permettent de baliser le contenu. D'abord, pour créer un article, on doit se fier à des critères d'admissibilité pour les articles. Il y en existe pour vraiment toutes sortes de sujets. Ça peut être des personnes, des entreprises, des sujets relatifs à la musique, des arts visuels, des œuvres de fiction, des jeux vidéo, etc., etc. Donc, j'avais mis un exemple pour la notoriété des personnes. Il faut au moins que ça corresponde à un des critères qui sont évoqués. Ici, dans ce cas-ci, pour un scientifique ou un universitaire, il faut avoir au moins reçu un prix scientifique. Il faut être considéré comme un auteur de référence dans le domaine concerné ou être considéré comme l'auteur d'une théorie largement diffusée. Donc, il faut au moins cocher une de ces cases-là. Outre les critères d'admissibilité ou les critères de notoriété, il y a également des états d'avancement des contenus dans Wikipédia. Donc, chaque article est évalué, plus ou moins. Il y en a qui sont non évalués, ça serait ça l'état d'avancement. Il y a un projet qui s'appelle le projet Québec, que j'ai évoqué un petit peu plus haut, puis qui encadre ou qui fédère tous les efforts par rapport au sujet relatif au Québec. On va aller visiter cette page-là au moment de la démonstration. Donc, il y a un tableau qui fait état
de l'état d'avancement, justement, des articles. Comme je vous disais tout à l'heure que le statut d'ébauche, c'est vraiment celui-là où il y en a le plus. Et les articles de qualité, ADQ, c'est très faible, c'est vraiment difficile de se rendre à ce niveau-là. Il y a toutes sortes de critères, encore une fois, qu'il faut respecter pour arriver à un état d'avancement d'articles de qualité. Un article, c'est vraiment excellent aussi comme niveau d'avancement. Ici, j'ai fait une erreur. Donc, il n'y a pas de panique. Il y a toujours possibilité d'annuler une contribution. Il y a aussi simplement la possibilité de corriger, de faire une nouvelle contribution pour corriger. Mais dans des cas de vandalisme, un utilisateur peut être suspendu. Et si un article est vandalisé à répétition, l'article peut être verrouillé. Donc, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir y contribuer. C'était le cas, justement, s'il y en a qui ont écouté l'émission « La soirée est encore jeune », il y avait eu comme un appel à contribuer à l'article d'Élise Guilbeault. Bien, cet article-là est maintenant verrouillé parce qu'il y avait eu trop de contributeurs qui ont ajouté du contenu qui était considéré comme du vandalisme. Quelques exemples. Donc, pour l'article Cégep de Drummondville, il y avait eu une contribution non admissible qui a été révoquée. Je pense que c'était comme 1 minute après. C'est vraiment très rapide. Pour Ernest Lavie, donc on pourrait annuler simplement une contribution en appuyant sur le bouton « Annuler ». Je pourrais annuler ma propre contribution comme je pourrais annuler la contribution de quelqu'un d'autre. Pourquoi contribuer à Wikipédia? Donc, j'avais un petit texte, mais c'est sûr que ça interpelle peut-être un peu plus les bibliothécaires, mais en général, c'est vraiment pour démocratiser l'accès au savoir et à la culture, pour participer à un projet qui valorise la recherche, la lecture, l'enrichissement des connaissances et s'approprier aussi les outils de recherche, tout ce qui est compétences informationnelles, donc savoir générer des bibliographies, identifier du contenu fiable. C'est des bonnes compétences à acquérir. C'est la portion un peu plus ludique de la formation. J'ai préparé un parcours imagé du contributeur. Donc, après la formation... Oui, question? Désolée de t'interrompre. Non, vas-y. On a quelques questions. Un bon moment. Oui, c'est bon, parfait. Justement, parce que tu parlais un petit peu du moment où on peut annuler une modification, une page qui est bloquée, tout ça. Il y a 2 questions qui tournent un petit peu autour de cette question-là. Il y a Julie qui aimerait bien t'entendre parler un peu sur la question quand l'ambiance devient un petit peu difficile entre les contributeurs sur une question difficile à traiter, une question de culture, une question de vérité des sources. Est-ce que ça peut devenir un peu agressif? Comment ça fonctionne? Puis l'autre question, Anne-Marie, je ne sais pas si je te la redirai après. Vas-y. Serge Quinty qui nous demande, quand un utilisateur est suspendu, est-ce que c'est son adresse IP qui est bloquée? Donc, les 2 questions. Je vais commencer avec l'utilisateur suspendu. On peut suspendre une adresse IP. C'est arrivé pour... je ne vais pas m'avancer pour dire où, parce que je ne sais plus c'était où exactement, mais c'était une institution qui contribuait pour faire la promotion de... Soit c'est les gens qui travaillaient, qui étaient assez notoires pour travailler là, puis qui avaient une page ou des sujets en lien avec cette institution-là. Et c'était en fait de la promotion. C'est à répétition et l'adresse IP a carrément été bloquée pour l'institution, puisqu'il n'y avait pas de compte. Mais sinon, si un utilisateur a son compte, c'est le compte qui va être bloqué. J'ai pas beaucoup approfondi ce sujet-là, mais je crois qu'on peut être bloqué pendant un certain temps, comme on peut être banni aussi, je crois. OK. Pour la première question, peux-tu me rappeler le grand thème qui était... les débats. Il y a des controverses, là. Donc, j'ai mentionné un peu les pages de discussion. Donc, dans Wikipédia, on peut discuter entre contributeurs par rapport à un article. Généralement, il n'y a pas de problème, mais des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des débats un peu, un peu chauds. À ma connaissance, il y a des modérateurs ou des médiateurs. On peut faire appel à ces personnes-là. Il y a tout un écosystème dans Wikipédia. Là, il y a des administrateurs, mais tout le monde est bénévole. Et il y a des médiateurs pour
baisser les tensions, là, mais un bon truc, c'est juste de se retirer, prendre une pause, puis de revenir un peu la tête froide, parce que des fois, ça va s'envenimer pour rien. Ça arrive, mais c'est pas non plus constant, là, comme moi, ça m'est jamais arrivé, du moins. Peut-être parce que je contribue à des sujets un peu obscurs, mais j'ai jamais pu expérimenter des débats ou des controverses là, par rapport aux articles sur lesquels je contribuais. Mais oui, vas-y. Excuse-moi. Il y a Jean Fontaine qui demande quelles sont les erreurs des débutants les plus fréquentes quand on commence Je ne dirais pas que c'est des erreurs, c'est peut-être des maladresses, mais souvent, les gens ont la motivation de commencer en créant un nouvel article. Okay. Ça peut être à ce moment-là où il manque des notions par rapport à toutes les caractéristiques qu'un article doit être doit se composer de ces caractéristiques-là. Sinon, c'est l'omission de sourcer. Les différences. Ça peut être par rapport aussi au style de la langue utilisée, c'est pas assez neutre. Ça peut être un usage un peu excessif d'adjectifs et des choses comme ça. Là. Donc, une écriture qui ne serait pas encyclopédique. C'est ça, le style ne serait pas encyclopédique. Mais le manque de référence, moi, c'est ce que j'observe le plus souvent. Là. Je peux voir des articles avec aucune référence. Ça, c'est flagrant. Puis c'est le plagiat avec ça. OK. C'est pas fait avec une mauvaise intention, c'est juste une méconnaissance qu'il faut paraphraser le contenu qu'on met dans Wikipédia. OK. Merci, je poursuis? Marie. Oui. OK, c'est bon. Donc, le petit parcours du contributeur. Donc, après la formation, ça peut vous sembler clair au moment où je vous le présente, puis ça va aller bien. Mais une fois que vous mettez les mains dedans, c'est peut-être que vous avez l'impression que c'est pas si compliqué, mais là, je ne sais pas par où m'y prendre. Donc, il faut y aller simplement, une étape à la fois. Commencez par faire des petites contributions. Faites la relecture d'articles, corrigez la syntaxe, la grammaire, organisez le contenu. Si on voit qu'il y a des portions il y a une certaine chronologie qui n'est pas respectée, vous pouvez bouger le texte, l'organiser ou l'agencer pour que ce soit plus cohérent. Ajouter des références. Et petit à petit, vous allez vous faire des réflexes. Mais ce qui est agréable, c'est qu'il y a quand même un sentiment de fierté qui vient avec le geste de contribuer à Wikipédia. Puis on peut le savourer, ce sentiment-là, c'est tout à fait légitime. Si vous faites des erreurs, pas de danger, pas de panique, probablement que peut-être vous en rendrez même pas compte, mais encore plus, c'est que ça sera corrigé dans le temps de dire par quelqu'un d'autre. Donc, puis après ça, vous pouvez observer comment ça a été corrigé. Donc, ça met en valeur tout le sens de la communauté et l'esprit collaboratif qui existe dans Wikipédia. Et amusez-vous. Choisissez des articles qui vous intéressent, choisissez des sujets qui vous passionnent. Ça rend la contribution d'autant plus agréable. Donc, je ne sais pas si tu as des nouvelles questions, sinon je vais poursuivre dans la démo, puis on les accueillera comme non, il n'y a rien de nouveau. OK, c'est bon. Donc, ce qui nous attend, on va aller visiter la page d'accueil de Wikipédia. On va explorer quelques pages que j'ai mentionnées précédemment, là, la page GLAM, la page de la formation d'aujourd'hui et le projet Québec. On va visualiser un article et ses composantes et on va modifier l'article. Donc là, je vais aller dans mon navigateur. Inquiétez-vous pas, je vais remettre ça plus grand. OK. Je vais grossir un peu le texte pour que vous voyez bien. Et voilà. Donc, la page d'accueil reprend essentiellement ce que je viens de vous présenter. Dans le bandeau ici, tout en haut, vous avez le sommaire de l'aide, vous avez un endroit où aller poser des questions, des principes fondateurs, il y a toutes sortes de portails thématiques là, qui chapeautent différents thèmes. Comment contribuer et l'accueil de la communauté.
pour les statistiques que j'ai présentées. Donc, c'est 2 258 590 articles et 18 786 contributeurs actifs. Vous avez même une rubrique « Comment contribuer ». Donc, tout est vraiment là sur la page d'accueil pour accueillir les contributeurs. Je mentionnais tout à l'heure un contributeur non connecté. Donc, ça, c'est les options qu'un contributeur non connecté a accès. Moi, je vais me connecter. Et vous allez voir qu'on a beaucoup plus d'options maintenant. Donc, j'ai un espace brouillon dans lequel je peux rédiger des brouillons ou juste des portions d'articles que j'aimerais plus tard inclure dans un article déjà existant. J'ai des préférences. On va aller voir les préférences, juste pour vous montrer une des options intéressantes. Je descends, mais pas beaucoup. Donc, vous pouvez déterminer si vous voulez qu'on vous interpelle par un elle, il ou un genre neutre. Il y a un menu bêta dans lequel vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités bêta. Une liste de suivi, parce qu'au même titre que Twitter ou Facebook, on peut suivre des articles, c'est-à-dire pas les surveiller, mais on peut rester au courant de qu'est-ce qui se passe dans les articles qui nous intéressent. Donc, ma liste de suivi, c'est chronologique. Le 19 octobre, il y a eu des contributions sur ces articles-là. Et je vois mes propres contributions aussi dans ces listes-là, puisque j'ai suivi la page ou l'article. Comment faire pour suivre un article? On va aller dans un article. Bon, c'est correct. La petite étoile ici, quand elle devient bleue, on suit l'article. Je vais le retirer parce qu'il ne m'intéresse pas celui-ci. On peut simplement faire ça pour ajouter ou retirer. Sinon, je retourne dans ma liste. Modifier la liste des pages suivies. Et là, je peux gérer en disant ça, je ne le veux plus, etc. Je pourrais toutes les cocher juste ceux que je ne veux plus. Donc, je suis ici dans l'espace, on appelle l'espace principal, donc c'est l'encyclopédie. Mais j'ai aussi, tout en bas, des espaces utilisateurs, donc des pages qui sont liées à ma page utilisatrice. Et l'espace Wikipédia, WP2 pour la page GLAM. Donc, tous les espaces sont énumérés dans nos pages de suivi. J'ai la page utilisatrice. Si jamais il y en a qui en même temps qui suivent la formation, sont aussi sur Wikipédia, ça se peut que vous, le lien soit en rouge, soit pour votre nom d'utilisateur et pour brouillon, puisque ces pages-là n'existaient pas. Donc, il y a un petit code de couleur dans Wikipédia. Un lien bleu, c'est une page qui existe. Justement, on en a ici. Donc, un lien rouge, c'est une page qui n'existe pas. Tout est ici. Et un lien vert, c'est une redirection. Donc, dans votre page utilisateur, vous pouvez vous décrire comme il vous convient. Vous pouvez simplement mettre une petite phrase qui dit vous n'êtes pas obligé de vous nommer. C'est vraiment à votre convenance. Moi, j'ai préféré me présenter puisque je suis animatrice pour les mardis c'est Wiki, donc pour facilement m'identifier. Mais il y a des gens que c'est quasiment de la poésie. C'est vraiment à votre image. Donc, on avait parlé de la page GLAM, WP2.BANQ. On arrive sur la page GLAM. Je vous ai dit la grande Wikiphonie, donc vous cliquez ici. Et on va descendre à la séance 3. Consulter la page de l'activité. Donc, on a décrit l'activité. Je vous ai mis les 7 étapes pour contribuer à Wikipédia et une série de pages d'aide. En dessous, un peu plus bas, j'ai déjà identifié des sources qui peuvent être utiles pour la contribution. Certaines proviennent des collections de BANQ. D'autres, c'est des sites web généraux, comme la commission de toponymie. D'autres ressources, donc vous avez la page pour l'atelier Mardi c'est Wiki. Il y aura un atelier en novembre et en décembre. Vous pouvez consulter les dates sur cette page-ci. Et des aides-mémoires utiles, ainsi qu'une capsule vidéo pour l'ajout de références. Voilà, maintenant, on va... Une historique de recherche ici fort intéressante.
On va aller voir l'article sur lequel on va travailler aujourd'hui. David. Donc, on va travailler sur l'article de David Ross McCord, qui est en fait le fondateur du musée McCord. Vous voyez ici un bandeau. Cet article est une ébauche. Et si on descend plus bas, okay, c'est maintenant, les composantes de l'article. Vous voyez, il y a un onglet « Article ». Ici, je continue à droite, un onglet « Lire ». Donc, on est dans l'article et en mode « Lecture ». On peut rester dans « Article » et basculer en mode « Modifier ». Donc, on a des belles fonctions d'édition qui ressemblent vraiment beaucoup à un logiciel de traitement de texte. Il y a un onglet juste un peu à droite, « Modifier le code ». Ça, c'est l'ancienne façon de contribuer à Wikipédia, mais que moi, j'ai appris à apprivoiser parce qu'elle permet de comprendre un peu comment sont construites les sections. Et on a aussi l'onglet « Voir l'historique ». Qu'est-ce qui est le fun dans Wikipédia? C'est que c'est complètement transparent et tout est documenté. Que ce soit une contribution, une annulation de contribution, tout est présent dans l'historique d'une page. On pourrait aller voir la toute première. Enfin, ici, il n'y a pas beaucoup, c'est ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Des fois, il y a plusieurs pages. Donc, l'article a été créé le 12 septembre 2008. Et si je clique dessus, on aura accès à la version du 12 septembre 2008. Ça nous indique ici que c'est une version archivée. Mais c'est bien pour connaître un peu l'historique d'un article. Je vais cliquer sur « Lire » pour revenir à la version actuelle. J'ai parlé de discussion, donc on avait l'onglet « Article ». À droite, « Discussion ». C'est ici qu'on va trouver l'état d'avancement d'un article. Donc ici, c'est une ébauche. L'importance est moyenne pour le projet Montréal. Ça peut être amené à être révisé au fil du temps, puisque l'article va être étoffé. Et on pourrait discuter ici avec d'autres contributeurs si jamais il y avait des points sur lesquels on doute. Vous n'êtes pas certain, j'aimerais ajouter telle information, mais je ne suis pas certaine si ça a sa place dans Wikipédia. Je pourrais m'informer ici auprès des autres contributeurs. Ça va pour l'instant? Oui, Anne-Marie, Okay. si tu veux, si c'est un bon moment, j'ai 2 questions qui sont entrées. Une question qui est liée à la manière de citer ou de rapporter des sources et qui parfois, ça peut être complexe, mais il y a, on a la question, peut-on paraphraser un auteur sans le citer? Oui, bien en fait, sans nommer l'auteur. Sans le citer, donc sans le nommer. Oui, ben oui, à tout moment, c'est ça que je fais. En fait, je vais prendre du contenu dans un livre, dans un article. Il y a un passage qui est pertinent et que je veux inclure dans l'article de Wikipédia. Je vais le formuler dans mes mots et je vais ajouter la référence. Mais oui, il faut ajouter systématiquement la référence. Toujours, toujours. Okay. Mais je n'aurais pas besoin de dire dans le texte, disons, je ne sais pas, Jean Tremblay, auteur du livre David Ross McCord. C'est ça. Puis on n'a pas besoin de mettre des guillemets, là, on peut paraphraser. Mais à moins qu'on mette vraiment une citation, là, que ce soit nécessaire de mettre une citation, là, ça sera fait en bonne et due forme. 2 points, ouvre les guillemets, la citation ferme les guillemets. Mais sinon, non. C'est vraiment, on met la phrase dans nos mots et à la fin de la phrase, on va ajouter la référence. Donc, on ne va pas inventer l'information qu'on vient d'écrire. On l'a tiré d'une source, mais on va mettre la source. OK. Et est-ce qu'on peut utiliser les informations sur Wikipédia en anglais pour documenter un article sur Wikipédia en français? Oui. J'ai un exemple justement pour ça. Dans mes listes de suivi, je réfléchis, si ça me vient, je vais vous le montrer, mais ici, on n'a même pas de section de référence. C'est très pauvre comme article. Je vais juste aller voir dans ma liste de suivi, parce que j'ai un exemple, justement, qui montre Béatrice Lapalme, c'est ça. Donc, cet article-là, je l'ai créé, je l'ai rédigé en utilisant les sources à ma disposition et sans le savoir, apparemment, c'est quasiment un copier-coller de la version en anglais que je n'avais même pas consultée. Okay. Mais quelqu'un s'en est rendu compte
et judicieusement ajouter cette notion-ci. Donc, cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé « Béatrice Lapanne » avec un lien vers l'article. Donc, c'est une façon de faire quand on prend du contenu d'une autre version linguistique. Et probablement que les références se ressemblaient aussi vraiment beaucoup. Je vais étudier la chose, mais oui, c'est possible. Intéressant. Et c'est tout à fait légitime de le faire. Puis là, les questions pleuvent, Anne-Marie. Oui. J'ai aussi la question de Sabine Masse. Pouvez-vous rappeler qui juge de l'état d'avancement ou de l'importance d'un article? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que ce sont des contributeurs chevronnés? Ça dépend des niveaux d'avancement. Je sais qu'il y a des niveaux d'avancement qui nécessitent un vote. Tout de suite, je vais P, 2 points pour projet et QC pour Québec, donc projet Québec. Je vais faire défiler la page. Désolée, ça étourdit un petit peu. Voilà. Donc, dans le fond, ceux-là, on peut les identifier, je crois, tout contributeur avec au moins un certain nombre de contributions pourrait le faire. C'est pas une notion que je maîtrise beaucoup, les états d'avancement. Mais certainement que je crois à partir de bons articles. Si on peut cliquer. Je vais juste aller sur la page d'évaluation, puis on va voir comment évaluer un article. Donc, le bandeau, tout à l'heure, ébauche. Donc, c'est sur la page, on va l'apprendre en même temps. Il suffit d'ajouter ce code à la page de discussion et de compléter avec les valeurs désirées. Donc, un contributeur comme vous et moi pourrait le faire. Qui peut évaluer les articles? N'importe quel membre du projet Québec. Donc là, on est sur la page d'évaluation du projet Québec. Peut ajouter une modification ou modifier une évaluation. Les personnes extérieures au projet peuvent aussi évaluer les articles, mais doivent respecter les décisions des participants du projet Québec en cas de désaccord, parce qu'on considère que les membres du projet Québec ont quand même une certaine connaissance des projets et que leur évaluation, elle est valable. OK. D'accord. Parfait. Anne-Marie, est-ce que tu veux que je poursuive avec les questions ou je les garde? Alors, qu'est-ce que ça, j'allais dire que peut-être que les contributions que je vais faire vont répondre en partie aux questions et qu'après, on pourrait... On peut poursuivre. J'en ai 3 autres. Quatre, une autre qui vient de se rajouter. Mais je pense qu'on peut peut-être poursuivre, Anne-Marie, avec ta présentation, puis on va les... Si jamais il y en a qui manquent, on les reprend, puis on donne des exemples nécessaires. D'accord. On ne vous oublie pas. OK. Avant de me lancer dans la contribution, je prenais une photo de cet article-là, une photo mentale, donc je l'ai fait défiler. On a 3-4 paragraphes, une infobox ici, ça c'est l'infobox, une image, une section source et une section lien externe. Je retourne dans mon PowerPoint, ici. Puis j'ai une capture d'écran, là. On va le décortiquer ensemble. On va regarder qu'est-ce qu'on doit faire dans cet article-là. Donc, la portion textuelle ici, la première chose qui attire mon attention, c'est le gras. 3 fois le nom est en gras. En réalité, la première occurrence, donc la première apparition du nom ou du titre de l'article sera en gras et c'est tout. Donc, on va retirer le gras sur ces 2 occurrences-ci. Autre chose qui attire mon attention, c'est que il n'y a pas d'introduction. Dans Wikipédia, souvent, il y a une petite introduction. On a un sommaire qui est généré automatiquement après 4 sections ou plus. C'est pour ça qu'on n'en a pas ici. Et ensuite de ça, on tombe dans le corps de l'article. Donc ici, ce que je ferais, c'est que je garderais la première phrase comme la phrase introductive et j'ajouterais à la suite la section biographie. J'enlèverais aussi David Ross et je l'appellerais seulement McCord. Donc, on l'a nommé une fois ou 2. Maintenant, on peut l'appeler uniquement par le nom de famille. C'est pas une obligation. On peut le faire ou pas. Là, ça, c'est un choix personnel quasiment. En autant qu'on ne le débaptise pas, évidemment. Donc, ici, ensuite, dans la section source, je la remplacerai par note de référence.
Et la section Liens externes, je la remplacerai par la section Voir aussi, et j'ajouterai 2 sous-sections, soit Articles et connexes et Liens externes. Ensuite, je reviens au texte. J'ai lu le texte rapidement, puis j'ai identifié que ce serait bien d'uniformiser les temps de verbe. Des fois, on est au passé simple, des fois, on est au présent. D'ajouter des références, on n'a aucune référence dans le texte. D'ajouter du contenu pour le bonifier. Et de vérifier s'il y a eu du plagiat. C'est une question que je me pose souvent quand il y a seulement une source et que cette source-là est un site web. Donc, j'ai vérifié, ce n'était pas le cas, donc c'est parfait, c'était une bonne nouvelle. Ensuite de ça, on pourrait repositionner l'image et ajouter d'autres images. Donc, c'est les principales tâches que j'ai identifiées pour cet article-ci. Je retourne à l'article. Et c'est parti, on commence à modifier. Donc, je vais cliquer sur « Modifier ». J'ai dit qu'on allait retirer le gras. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. Donc, je surligne le texte, comme on ferait dans Word ou même dans d'autres logiciels de traitement de texte. Ici, je voulais retirer le prénom. Je place mon curseur, j'ajoute un espace, j'écris biographie. Mon curseur est toujours sur la ligne du mot biographie. Je vais aller chercher ici dans les styles. Je ne veux pas que ce soit un paragraphe, je veux que ça devienne un titre de section. C'est fait. Ensuite, source deviendra note et référence. Même s'il y en a juste une, on met au pluriel parce qu'on prend pour acquis qu'on va en ajouter d'autres. Lien externe. J'avais dit voir aussi. J'appuie sur la touche entrée. Donc, je fais un saut de paragraphe. Article connexe. Mon curseur est toujours dans la ligne. Je pourrais le surligner ou simplement le placer dans la même ligne. Dans les styles, sous-titres. Je pourrais déjà ajouter musée, une école dans les articles Wikipédia connexes. Donc, encore une fois, mon curseur est dans la ligne et je vais aller chercher la liste à puces. Voilà. Sous paragraphe, j'efface la puce, donc je vais aller demander qu'on enlève la puce. Et on avait dit lien externe. Paragraphe, sous-titre 1. Là, il y a toujours un petit décalage avec, je ne sais pas si vous voyez, ça devient bleuté quand je mets mon curseur. Ça, c'est un modèle. Il y a beaucoup de modèles qui permettent de gérer des sections. C'est pour ça que la puce est décalée. Mais vous allez voir, si je fais publier les modifications, nommer les sections. Donc, je résume ce que j'ai fait. Donc, c'est correct, vous voyez, ça c'est bien replacé. Ça m'agace un peu que ce soit tout tassé comme ça. Donc, éventuellement, on va déplacer l'image, puis visuellement, ça va être un peu plus agréable. Attardons-nous au texte. Je reclique sur « Modifier ». Et comme je sens qu'il y a beaucoup de questions, je vais peut-être sauter la portion recherche. J'ai déjà fait une recherche, mais je vais vous les présenter rapidement où j'ai cherché. Érudit, un incontournable quand on travaille sur des thèmes québécois. Tout ce qui est sciences humaines et sociales. Et je prêche pour ma paroisse, mais c'est aussi un incontournable. Donc, sur le portail de BANQ, BANQ numérique, qui est numérique.banq.qc.ca. Ce matin, il m'est venu une image. C'est vraiment quand on apprend à travailler avec cet outil de recherche-là, on a carrément les clés de l'histoire du Québec. C'est vaste, c'est très, très vaste. En bref, c'est organisé en 3 sections, mais celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce serait patrimoine québécois. On a le découpage en 3 sections et c'est omniprésent. Donc, vous voyez patrimoine québécois ici avec les contenus, livres, musique et films et ressources numériques.
qui reprend ces 3 boîtes de contenu-là. Dans le menu sandwich, patrimoine québécois, livres, musique et films, ressources numériques. Je vais faire une petite recherche rapido presto. Donc, je vais prendre le nom, dans ce cas-ci, de la personne. Oups. Je lance la recherche. On a 790 résultats. C'est quand même, des fois, c'est plus volumineux que ça, mais on va quand même raffiner. Donc, je vais aller indiquer, je veux le patrimoine québécois. Et je voudrais des revues journaux, tiens. 414 résultats. Je vais revenir à l'article de Wikipédia. Donc, ça nous dit qu'il est décédé en 1930 à Guelph, en Ontario. Mais comme c'est un personnage montréalais, je ne serais pas surprise si on peut trouver une notice de nécrologie. Ce qui est fun avec ces notices-là, c'est que souvent, ça fait une petite rétrospective sur la vie de la personne. Donc, ce que je vais faire, je suis toujours dans la revue et journaux, je vais aller indiquer les dates. 1930. Je vais répéter 1930 parce que je veux qu'on cherche entre le 1er janvier de 1930 et le 31 décembre. Là, je vais tricher un peu pour te donner une chance. Je sais que c'est au mois d'avril, donc je vais... 4, pardon. Je vais mettre mois d'avril. On l'aurait trouvé de toute façon. Là, je voulais juste qu'on ait un nombre de résultats assez réduit. Donc, on trouve Le Devoir, Le Canada, Sherbrooke Daily, La Presse. On peut aller consulter Le Devoir. Par défaut, le navigateur de contenu essaie de nous positionner au bon endroit dans l'article. Donc, là où les mots qu'on cherche à repérer apparaissent. Donc, nos mots-clés, quand je clique sur la petite loupe, apparaissent ici. Ce n'est pas toujours un succès, comme en ce moment. Donc, je vais simplement garder McCall, puis on va se replacer rapidement. Voilà. Donc, on a une petite notice ici de décès, quelques lignes, mais ça nous donne des informations intéressantes, dont la date de décès. C'est un exercice que j'aime faire là, comme première recherche, surtout pour des personnalités quand même connues. Donc là, j'ai déjà préparé, pour gagner du temps, des petites phrases à aller ajouter avec les références que j'ai identifiées. On va commencer par là où on était, donc la date de décès. Je vais faire un copier-coller. Je vais l'ajouter ici à la toute fin. Je vais retirer ça. Et je m'étais noté ma référence. Voilà. Bon, là, j'ai ajouté un fait, j'ai ajouté un énoncé. Je vais placer mon curseur avant le point et je vais appuyer sur le bouton « Sourcer ». Il y a une petite boîte qui apparaît et il me propose de l'ajouter de manière automatique en mettant un URL, un DOI, c'est un numéro d'identification pour les articles, ISBN pour un livre, etc. Ou de façon manuelle, avec ces options-là. Ou de réutiliser, mais là, il n'est pas actif puisque j'ai aucune référence encore d'ajouter dans l'article. Donc, je reviens à BNQ numérique. Vous pourrez être tenté d'utiliser cette URL ici, fortement déconseillé puisque le lien va se briser dans quelques jours. Vous allez utiliser le bouton Information. Je descends tout en bas. Et le lien, on appelle ça un URL stable, donc un lien stable, c'est ça qu'on va choisir. Systématiquement, dans BNQ numérique, c'est la façon de faire. Donc, n'utilisez pas l'URL en haut dans la barre, mais toujours dans le bouton I, Information. Je rebascule. Là, ça va être un exercice de va-et-vient. Disons que je me dis, ben ouais, j'ai un URL, je vais le faire de façon automatique. Allons-y. Ça donne ça ici, pour le contenu dans BNQ numérique. Donc, ce n'est pas suffisant. On n'a pas le nom de la source, on n'a pas la date, on n'a pas l'auteur, le titre de l'article. Bon, on va revenir à l'arrière et choisir le mode manuel. C'est un article en français. Dans ce cas-ci, je suis pas mal certaine qu'il y a pas d'auteur. Je vais revérifier. Et là, c'est un superbe exercice de copier-coller. Donc, je vais prendre
l'énoncé en haut ici. J'espère que vous n'aurez pas la nausée parce qu'on va basculer d'une page à l'autre assez rapidement. C'est ma technique personnelle, donc j'ai tout copié. Je garde ce qui est pertinent pour la bonne case. Je vais aller ajouter la date. Il y a un petit doublon dans la date, c'est pour ça que j'ai supprimé. Je retourne à ma page. Je vais juste faire un petit zoom. Oups. Donc, on a le titre et aucun auteur. C'est commun là, pour ce genre de choses-là. Donc, feu MDR McCord. Et je reviens. Je l'avais perdu dans mon copier-coller, donc je vais rechercher le lien SAM. Lire en ligne. Il me reste juste la page. Si vous avez une bonne mémoire, il y aurait moins d'étapes. Moi, je n'ai pas super mémoire, donc page 86. 86 et c'est complet. Automatiquement, tous les champs se sont positionnés dans le bon ordre et toute la syntaxe a été ajoutée, les guillemets, les virgules, les points. Donc, la référence est ajoutée. Je vais publier. Ajout date de décès et référence. Bon, c'est parfait. Publier. OK. Je vais vous faire observer quelque chose. Je vais juste ouvrir un nouvel article. Émile Milligan, juste pour l'exemple. Et on avait nommé, vous vous souvenez, une section notes et références. Donc, c'est un peu une convention, là. Et vous voyez, on a vraiment les listes. Ici, c'est parce qu'il y en a beaucoup, donc c'est organisé de cette façon-ci, mais toutes les références sont numérotées automatiquement et sont ajoutées automatiquement dans la bonne section sous la note et référence. Mais ici, vous voyez, on n'a rien sauf le site web qui était là tout à l'heure, mais en fait, que je vais retirer parce qu'on ne sait pas quelle information vient de ce site-là. Pour que tous nos appels de notes apparaissent automatiquement dans la section notes et références, je vais remodifier. Je vais descendre dans la section notes et références, la touche entrée, le menu insérer, modèle, référence ici. Donc, modèle ajoutant les notes et références en bas de page. Je laisse tel quel et je vais faire insérer. Et là, mon modèle est ajouté. Et comme par magie, je vais faire publier. Ajoute modèle, référence. Ça y est. Donc, grâce au modèle, tous les appels de notes dans le texte vont maintenant être automatiquement ajoutés dans la section notes et références. Ouais, je le corrigerai pas là, mais après quoi, ça m'agace trop, ça. Parce qu'il n'est pas lié au texte du tout, c'est ça le problème. C'est pour ça que ça m'achale. C'est juste un site web. En fait, ce que je vais faire, c'est modifier. Je vais le couper. Ah, j'ai pris l'image. Le couper. Je vais enlever la puce. Je vais le mettre dans le lien externe finalement. C'est plus logique qu'il soit ici. Pour donner le va-et-vient de... Je peux mettre une puce. Problème de puce. Bon. OK, il apparaît en bas. Je perdais le film du texte. Et je vais publier organisation du contenu. Vous remarquez que je publie vraiment souvent. J'ai pris l'habitude de publier régulièrement
mes contributions plutôt que d'attendre de faire un grand paragraphe puis de subir une panne Internet ou peu importe, et de perdre un peu tout ce que je viens de faire. Je préfère publier fréquemment. Ah, là, je vais remodifier. Je vois que toutes mes petites manipulations ont eu des conséquences sur le style, donc le type de section. Et tout à l'heure, je voulais mettre un article connexe, mais je n'ai pas fait le lien, en fait, vers l'autre article. On va le faire ensemble. Donc, on va ajouter des liens. Je clique sur le bouton « Lien ». Et par défaut, il va me prendre le même intitulé que ce qui est dans le texte. Il va me proposer l'article qui correspond. Donc, c'est exactement ça. Je vais faire « Terminer ». Et je vais rajouter ma puce, si on le veut bien. Voilà. Je vais tout de suite prendre l'image. Vous voyez, j'ai cliqué sur l'image et je vais la glisser ailleurs pour voir ce que ça donnerait. Pas grand-chose dans ce cas-ci. Il n'y a pas beaucoup de texte, donc on n'a pas une grande marge de manœuvre. C'est déjà un peu mieux ici. On voit mieux nos sections à la fin. Là. Et je vais republier. Donc, ajustement, image et style. Et voilà. C'est déjà plus agréable. Et là, je vais prendre les questions parce que je sens qu'il doit y en avoir pas mal qui ont été écrites. Merci Anne-Marie, c'est vraiment intéressant. Les modèles, je ne les connaissais pas. L'utilisation des modèles, c'est vraiment utile. Puis on voit que tu es vraiment experte. Là. Je pense que dans mon cas, faire tous les modifs que tu viens de faire, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Je reviens aux questions que je n'avais pas relevées tantôt. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question qui est excellente. Comment couvrir un sujet local ou régional sur lesquels il existe peu de références, donc peu de sources, puis on a plutôt des archives primaires? Oui, ça, c'est un défi. C'est sûr que si on crée un nouvel article, il va falloir se poser des questions sur les critères d'admissibilité, parce que pour qu'un sujet, que ce soit une personne, un événement, un lieu, un sujet en général, pour pouvoir être admissible, on doit avoir des critères de notoriété correspondants. Si on a juste des sources primaires, c'est peut-être un indice qu'un article n'est pas assez notoire. Que le sujet, pardon, n'est pas assez notoire. Si on a beaucoup de sources primaires, mais aussi quelques sources secondaires, on pourrait commencer à légitimiser cet article-là, la notoriété de ce sujet-là. Ça m'arrive régulièrement. Comme j'ai dit tantôt, j'ai tendance à choisir des sujets peu exploités encore ou assez obscurs, soit des personnalités féminines qui n'ont pas de biographie, qui n'ont pas d'articles ou de livres qui sont complètement consacrés à la vie de ces femmes-là. Puis ça soulève aussi le fait que pour une personnalité féminine, par exemple, je m'intéresse beaucoup au domaine de la musique, donc une chanteuse d'opéra femme au début du 20e siècle versus avec une carrière internationale et un chanteur d'opéra masculin à la même époque avec à peu près la même carrière, la couverture médiatique est complètement différente. C'est-à-dire que malheureusement, pour la femme, on a beaucoup moins de sources disponibles comparativement à l'homme. Donc ça, c'est un problème qui est récurrent, pas juste pour la musique, mais en général. Malheureusement, les personnalités ou les sujets associés aux femmes, il y a moins de documentation ou sont simplement aussi moins représentés dans Wikipédia. Donc, il y a des biais à ce niveau-là. C'est possible d'utiliser des sources primaires, mais avec parcimonie, parce que si on utilisait uniquement des sources primaires, ça serait considéré comme une recherche inédite, comme je l'avais évoqué dans les principes fondateurs. Wikipédia, ce n'est pas un endroit pour publier des recherches inédites. C'est pas si simple, finalement. Idéalement, il faut avoir au moins des sources secondaires qui font autorité sur le sujet d'une façon ou d'une autre, là, ne serait-ce au moins des sources de presse. Ça serait déjà un bon début. Okay. Et en ce qui concerne le classement des articles par catégorie, donc de savoir, par exemple, que tel article est classé dans la catégorie, je ne sais pas moi, zoologie, qui met ces catégories-là? Est-ce que c'est... Nous, les contributeurs.
OK. Il y a des pages d'aide pour les catégories, mais la règle à retenir, en fait, c'est qu'on va y aller à la catégorie la plus précise. Un peu comme des poupées russes. On ne prendra pas la grande catégorie, je ne sais pas moi, j'en ai pas qui me viennent en tête, là. Mais comme vous voyez ici, tout en bas, on a la section de catégories. Elles sont assez précises. Donc, on a des naissances. Donc, ici, on n'aura pas naissance au Canada, ni naissance au Québec. On va avoir naissance à Montréal. Donc, c'est la catégorie la plus précise. Il y a philanthrope canadien, anglo-québécois, étudiant de l'Université McGill, décès à 86 ans et personnalité inhumée au cimetière à Montréal. Elles sont assez précises dans tous les cas. Et ça, c'est des catégories qui ont été créées par des humains, là, des humains contributeurs. C'est ça, les catégories existent déjà. Je vais basculer en mode modifié. On va le faire ensemble. Donc, je crois que je peux juste cliquer. Oui, c'est ça. Je le refais. J'ai simplement cliqué dans l'encadré. Mm-hmm. Je pourrais ajouter une catégorie à la volée. J'y vais comme ça me vient. Il doit y avoir une catégorie musée, quelque chose. On va dire. On va le faire juste pour l'exercice. Musée McCord. Nouvelle catégorie. Donc, j'ai une nouvelle catégorie à la volée que je veux créer. Elle apparaît en rouge parce qu'elle n'existe pas. Je pourrais appliquer des modifications. Elle va apparaître là. Donc, ou sinon, vous avez vu que quand je tapais, il nous suggère des catégories existantes. Donc, de cette façon-là, on peut vraiment facilement attraper des catégories qui existent déjà. Je n'ai jamais eu à en créer. Je n'ai jamais eu besoin, c'est-à-dire d'en créer jusqu'à maintenant. Mais ça se peut que ce soit nécessaire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Valérie Caron qui demande, bon, je vois Projet Québec, on entend Projet Montréal, Projet Québec, etc. C'est quoi exactement des projets? Et puis, comme institution, par exemple, moi, je suis responsable d'une petite institution en langue française, en francophonie, puis je veux faire appel à mes membres pour contribuer. Est-ce que je dois créer un projet au nom de mon institution? Non, ce ne sera pas nécessaire. Donc, les projets, c'est un peu comme des grands thèmes, des grands... donc, ici, il y a des portails. Donc, les portails... Portail Québec, en fait, nous ramène où on pourrait trouver Projet Québec. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment des pages, des grandes pages, plus que des pages thématiques. C'est des portails sur lesquels sont fédérés tous les efforts relatifs ici au Québec. Il en existe vraiment beaucoup de projets, mais dans notre cas, du moins pour BANQ ou pour les gens qui s'intéressent à la francophonie ou à l'amélioration des sujets relatifs au Québec, ça serait votre lieu de rassemblement. C'est là où les actualités relatives aux sujets québécois sont répertoriées. C'est les nouveaux articles créés. Justement, ici, on a plein d'énoncés. Les plus à risque d'être vandalisés, donc des sujets à risque. Les pages les plus modifiées, les pages les plus visitées, les modifications récentes. Sûrement que ça apparaît, ce que je viens de faire, c'est ça. Donc, c'est vraiment en direct, là, on voit les modifications récentes relatives aux articles. Oui, sont relatives au Projet Québec. OK. Donc, le projet, c'est vraiment pour fédérer les actions. C'est ça. Mais aussi, autour d'un portail. C'est ça. Ça peut donner aussi des balises sur pas comment faire les contributions, mais les pages thématiques, ce serait plus ça, parce qu'il y a vraiment, c'est une grande toile d'araignée. Oui, c'est tentaculaire. Oui, c'est ça. Puis, sur la même question, Anne-Marie, Jean-Benoît Nadeau nous demande est-ce qu'un même article peut être classé, par exemple, dans le portail Montréal et dans le Projet Québec? Oui, comme portail Québec, en fait. Il serait mis portail de Montréal, portail du Québec, portail du Canada. Donc, un article est classé dans un portail. Oui, c'est ça. Donc, on a des grands portails ici. Les projets, je pense pas qu'on les tague dans les articles, donc on tague le portail relatif au projet.
Les projets, c'est plus des pages pour les contributeurs, pour se retrouver et vérifier un peu l'action relative au projet. Par exemple, s'il y a un projet, est-ce qu'il y a un projet francophonie quelque part? Ben, c'est ça. Ou c'est associé à un portail francophonie? Possiblement, ça ne me vient pas, mais il y a Wikifranca là, qui a une page à part, qui n'est pas un projet dans Wikipédia, mais un mouvement plutôt là, qui fédère justement toutes c'est répétitif, mais les projets, pas au sens de projet wiki, mais projet institutionnel ou communautaire relatif à la francophonie. OK. Et je ne sais pas s'il te reste beaucoup de choses à nous montrer. J'ai encore une question. Je vais répondre aux questions. Il y a quelqu'un qui aimerait voir un peu comment fonctionne la page discussion. Oui. Comment on peut aller discuter justement sur cette page? On va aller voir un article où il y aurait un peu plus d'action que pour celle-ci. Ce qui me vient en tête, là, c'est Céline Dion. Donc, on va aller voir l'onglet discussion. On est en mode lecture. Si on voulait ajouter une nouvelle discussion, on ferait, dans ce cas-ci, ça se fait en code. Donc, modifier le code. Ça peut faire un peu peur, mais en réalité, vous voyez qu'on garde, on appelle ça l'éditeur visuel. Donc, on garde les mêmes options. Il n'y a pas trop de quoi. C'est juste visuellement, on voit les balises, les petits codes, là, mais autrement, on tape comme on le dirait, puis si on veut mettre des choses en italique, on le fait. Si on a besoin d'ajouter des puces, on peut le faire aussi. Donc, je vais juste revenir en mode lecture. Donc, ici, il y a quelqu'un qui appréciation de la voix. Bon, c'était par rapport à la neutralité. Puis il y a des critiques par rapport au style et la voix de Céline Dion. Et des gens ont commenté. Donc ici, il y a juste eu une réponse. Par quote, donc l'indentation est de plus en plus importante plus que de répliques. OK. Une autre petite question, plus facile. Est-ce que c'est pertinent d'avoir une section lien externe dans une page quand ces liens-là ont déjà été utilisés comme source? Donc, tu en as un peu parlé tantôt là, dans ta page. Oui, en fait, non, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner à David Ross. Ici, probablement que dans le corps du texte, j'ai quand même ajouté les archives de la famille McCord sont conservées au musée McCord et je mettrai une référence de la page de ce fond-ci dans le corps du texte. Mais je serais aussi portée à aller l'ajouter dans les liens externes. Parce que, oui, on l'a mis dans nos références, mais ça fait partie des pages pertinentes à consulter pour en savoir plus sur cette personne-là, pour aller plus loin dans les recherches. Moi, j'utilise souvent la section liens externes quand je m'informe sur un sujet, puis je veux connaître les pages vraiment propres à ce sujet-là. Ça peut être... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je n'ai pas d'exemple qui me vient, là. Malheureusement, on va aller voir un autre article plus... Émile Nelligan qui est... Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en général, les liens externes, ça mène à des sites, à d'autres. En fait, je vais répondre mieux à la question, c'est qu'on ne met aucun lien externe dans les articles. Ça peut paraître contradictoire, hein? Donc, les liens externes dans les articles vont être des références, donc des appels de notes. Mais on ne mettra jamais... Je vais modifier. Je vais aller chercher, juste à titre d'exemple, peu importe, le lien n'est pas disons que je prends du texte là, au hasard. Tout ça ici, je vais mettre un lien. Et là, je vais dire, site externe, parfait. Je mets mon lien. Et il y a une petite flèche qui nous indique que ça va nous amener dans l'extérieur. C'est à ne pas faire. Vraiment, c'est plus qu'une recommandation, c'est un peu une règle. On ne met jamais de lien externe. Si jamais
je disais, ben cette portion-là, le contenu que je viens de mettre est lié à cette page-ci. C'est qu'en fait, j'ai besoin de mettre une référence. Donc, plutôt que de le faire comme ça, je vais positionner mon curseur, je vais aller faire sourcer et là, je vais mettre la référence. Dans le corps du texte, il y a uniquement des liens internes qu'on appelle. Là. Donc, les liens bleus, c'est des liens qui mènent à d'autres articles dans Wikipédia. Et si jamais je ne peux pas le mettre ni en référence, ni dans le corps du texte, mon lien externe, bien, je vais aller le mettre dans ma section lien externe. OK. Anne-Marie, j'ai une dernière question. Ça dépend toujours de ce qu'il te reste à présenter. Vas-y. Oui. Alors, la question concerne le modèle qu'on doit utiliser pour écrire nos références bibliographiques. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on doit suivre sur Wikipédia? En fait, je vais essayer de bien répondre à la question. Donc, j'imagine qu'on parle du style bibliographique, donc la façon dont les informations vont être je vais te lire la question. Sur quel modèle de guide de présentation peut-on référer aux sources pour être cohérent avec tous les contributeurs? OK. Bien, c'est généré automatiquement dans Wikipédia. Donc, je vais refaire un autre exemple. Justement, j'étais allée dans BNQ numérique, mais... Oups, je vais y aller comme ça. Ça devrait s'ouvrir, voilà. Donc, dans Érudit, je vais prendre un article, je vous ai parlé d'un DOI, c'est Digital Object Identifier. Voilà, je l'ai copié. Je reviens et, disons que je vais la mettre ici, mais juste pour l'exemple. Donc, j'ai positionné mon curseur, je vais cliquer sur sourcer. Dans ce cas-ci, Eureka, le mode automatique fonctionne, on adore. Il va générer. Donc, on voit que toutes les informations bibliographiques ont été, toute la syntaxe, l'ordre des informations, l'auteur, le titre, l'éditeur, la date, les pages ont été placées dans l'ordre souhaité pour Wikipédia. Et je vais faire insérer. Je vais faire comme si je voulais la modifier. Donc, tous les champs sont ici. Si on l'aurait fait manuellement, ça aurait eu on aurait obtenu le même résultat. Donc, il y a je sais pas, un script ou je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais il y a un langage dans Wikipédia qui permet de placer nos références bibliographiques au bon endroit, mais aussi de gérer l'information au sein d'une référence pour qu'elle soit cohérente partout dans Wikipédia. Donc, on n'a pas à se soucier du style. On parle, pour les gens qui connaissent ça, il y a des styles bibliographiques, le Chicago, APA, etc. On n'a pas vraiment à se soucier de ça. C'est fait automatiquement. C'est implicite, en fait. Donc, dans le fond, il y a une espèce de modèle Wikipédia. Oui, c'est ça, qui est imbriqué, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu dirais, Anne-Marie, par ailleurs, que ça vaut la peine quand on se crée une page? Est-ce que ça donne plus de sérieux à notre page si on la classe tout de suite, d'emblée, dans un portail, par exemple, le portail Québec? Oui, mais c'est surtout les catégories. Surtout les catégories. Le portail, c'est moins dramatique s'ils ne sont pas là. C'est sûr que c'est intéressant. Il y a le portail de la Nouvelle-France aussi. Il y a eu beaucoup de portails. Mais les catégories, c'est ce qui est pas primordial, mais en priorité, disons. Si vous créez une nouvelle page et que vous omettez de mettre les catégories, en fait, ce qui va arriver, c'est que ici, dans la petite cloche, je crois, vous allez avoir... c'est peut-être dans le petit bac de... Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, on va vous signifier, soit la petite cloche ou le bac à papier, que vous avez créé un article, mais vous n'avez pas mis de catégorie. Donc, c'est fait manuellement. Les catégories, il n'y a pas de robot. Vous allez retourner à l'article et les ajouter. Est-ce qu'on a plus de chances d'être vu en se créant des catégories? Est-ce que notre article a plus de chances d'être vu? Je ne dirais pas que c'est une façon de rendre la visibilité à un article, mais c'est vraiment une façon de classer les contenus. Dans toute cette encyclopédie-là, pour pouvoir classifier. C'est vraiment ça. Là, classifier les articles, un peu comme si dans un volume papier, on aurait un index, mais ça fait un peu
ça symbolise un peu notre index. Si on veut toutes les naissances en mars 1844. Oh, pardon, je suis en mode modifié. Mais j'aurais qu'à cliquer là et je fais un peu vite, je veux juste revenir en mode lecture. Donc, naissance, et là, j'aurais toutes les naissances en 1844. C'est ça qui est intéressant. Et si j'ai personnalité énumée, mais j'ai toutes les naissances. Donc, ici, ça nous amène directement à la page. Dans un index papier, on aurait aussi le numéro de page, évidemment. Oui. D'accord. Oui, je pense, Anne-Marie, que j'ai fait le tour des questions. OK. Ben, en fait, ce que je peux faire, c'est ajouter du contenu. C'est vraiment ça que je peux faire. J'ai fait pas mal de recherches. Puis tantôt, on avait une question sur des sujets qui sont moins documentés. En fait, ici, la difficulté que j'avais, c'est que j'ai pas accès aux collections papier en ce moment. Mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages dédiés à David Ross McCord. Il y en a pour la famille McCord. Puis il y a beaucoup d'informations sur le site du musée, ça c'est sûr. Mais c'est là que je me suis tournée vers les sources de presse et érudits. Des astuces de recherche, des fois, quand on ne trouve pas sur un sujet précis, ça peut être une personne ou un lieu, c'est d'élargir la recherche. Donc là, plutôt que de seulement chercher sur David Ross McCord, et j'ai cherché aussi sur le musée McCord. J'ai cherché sur son père, qui était un juge, donc qui était aussi notoire. Et donc, j'ai réussi à accumuler, je donne toujours un exemple de recherche, c'est un peu comme de la cueillette de petits fruits, on en trouve un petit peu ici et là, mais on n'a pas nécessairement une grande talle d'informations. Donc, si on pourrait en ajouter la date de naissance avec la référence. J'attire votre attention ici sur, on a quand même dans l'introduction, ça nous donne l'année de naissance et l'année de décès. Donc, on pourrait bonifier en mettant la date exacte, mais je ne mettrai pas de référence dans la portion introduction. Donc, ça, c'est ma portion introduction. Parce que de toute façon, ce qui est là, et je vais l'approfondir dans le corps du texte, et c'est là que je vais mettre la référence. C'est une convention, c'est pas strict, on peut mettre des références dans l'introduction, mais de toute façon, elles vont se retrouver dans le corps du texte, donc il vaut mieux les garder pour les mettre là. Je place mon curseur, j'ai fait un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais rajouter ma référence. Et comme c'est un journal que j'ai repéré dans BNQ numérique, on va le faire à la mitaine, donc en mode manuel. Je place mon curseur avant le point, sourcer. Ça peut sembler répétitif, mais là, on le fait précédemment, on en a ajouté une référence, mais c'est vraiment la chose. Si vous ajoutez du contenu dans Wikipédia, ajouter des références, ça va être l'action la plus répétitive que vous aurez à faire. Parce que nécessairement, vous aurez besoin d'ajouter des références. Donc, je vais aller avec le mode manuel et je vais ajouter un article. Là, je vais simplement copier-coller ce que j'avais. Donc, j'avais déjà le titre. Dans mon document, j'avais mis des guillemets et une virgule que je vais supprimer parce que Wikipédia va les générer automatiquement. Le devoir et la date. Oups. Avec la page. Donc, cahier E1 dans ce cas-ci. Il me reste juste à aller chercher le lien. Je vais retourner dans mon document. Donc, information. Mon permalien ou URL stable. Lire en ligne. Insérer. Bingo. Donc, mes guillemets sont là, les virgules sont là, etc. Et si je vais voir en bas, c'est là. Et ainsi de suite. Je vais ajouter. Est-ce que, Anne-Marie, tu pourrais nous parler un peu de la manière dont fonctionne l'infobox? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit quand on a des petits crayons bleus, c'est que ça vient de Wikidata. Et on voit bien ici modifier Wikidata. Donc, c'est
je ne sais pas si on peut la qualifier de nouvelle, mais disons que c'est la dernière façon de créer des infobox générées à partir de Wikidata. Donc, on va aller voir. Donc, modifier Wikidata. Donc, vous voyez ici, on est dans Wikidata et on est dans la fiche de David Ross McCall. J'ai son nom dans différentes langues, j'imagine, mais c'est le même, évidemment. Mais peut-être que pour des lieux, des fois, il y a différentes façons de les nommer. C'est un humain. On a une image. C'est elle qui apparaît dans l'infobox. Et là, vraiment, toutes sortes d'informations descriptives par rapport à ce personnage. Et tout ça. Mais aussi, j'attire votre attention sur les identifiants. Mais je ne vais pas commencer à les décrire. Je veux juste que vous regardiez que ces identifiants-là, on est trop... Oh, pardon. Précédent. Ici. Un petit crayon bleu, vous voyez. Donc, ça vient de Wikidata, cette portion-ci. Pour créer une infobox, on va le faire. Vous voyez, c'est en bleu. Donc, il y a un modèle. Quand on est incertain du modèle, c'est là que le code devient vraiment utile. Infobox, biographie 2. C'est une astuce que j'utilise souvent quand j'ai des doutes sur comment créer quelque chose, quand j'ai ou même rédiger, comment choisir le titre des sections. Je vais avoir des articles de qualité. Donc, Émile Nelligan, c'est un article de qualité. Émile Nelligan, article de qualité. Quand on est incertain, on va dans la page de discussion et article de qualité est identifié là aussi. Puis on peut examiner de quelle façon l'article est construit. C'est un peu ça que je faisais. Là, je regardais l'infobox qui existe déjà, mais si je reviens à modifier avec l'éditeur visuel, donc modèle, infobox, biographie 2. Je vais juste la supprimer pour l'exemple. Mon curseur est positionné vraiment au tout début, là, avant le texte. Insérer, modèle, biographie, ça va sortir. Je ne fais pas la bonne chose. Très rare que je fais des infobox. Il y a peut-être dans le petit crayon ou dans plus. Oups, ça apparaît mal. Je ne sais plus. Mais c'était quand même ça. C'était normalement insérer autre chose. Si, en tout cas, s'il y a quelqu'un, un participant qui est calé en infobox, n'hésitez pas. Oh, bon, excusez, j'ai un chat qui vient de peser sur mon clavier. Je remédie à cela. Je vais faire ce que je fais. Je vais aller copier ce qui se fait ailleurs. Donc, dans Émile Nelligan. Ah, lui, c'est Infobox écrivain. C'est pas... Ben, comme vous voyez, je suis pris en flagrant délit de... Je ne sais pas. Donc... Mais c'est... Ah bon! C'est parce que c'est Infobox, OK. C'est modèle Infobox, biographie 2. Et j'irai tel quel. Voilà. Merci mais beaucoup, ça nécessiterait d'avoir la page Wikidata. D'accord. Il faut qu'elle existe. Il faut que la page Wikidata... C'est ça. Sinon, ça se fait manuellement. C'est un exemple. Mais je pense qu'Émile Nelligan... Ben, Émile Nelligan n'est pas géré avec Wikidata. Vous voyez, il n'y a pas de petit crayon bleu. Je vais vous le montrer. Dans le code, on voit bien là, que c'est à la mitaine, là, on a vraiment des champs. Non. Image, légende, nom de naissance. OK. Parce que, il y a Simon qui nous dit dans le clavardage que l'infobox d'Émile Nelligan, il a été écrit vraiment à la mitaine. Là. Donc, c'est pas, ouais, ça n'a pas été généré à partir des données de Wikidata. C'est ça. Donc, ça ressemble un peu à la petite boîte qu'on a
voyons, l'ajout de référence. On a des champs et on indique ce qu'on veut qu'il apparaisse dans ce champ-là. C'est quand même, tout est assez systématisé et normalisé dans Wikipédia, là, peu importe l'action qu'on veut faire. Le défi, des fois, c'est de connaître le nom du modèle ou de savoir si un modèle existe pour ça. C'est ça. Mais ça, ben, je n'ai pas d'autres conseils que de vraiment observer des articles, les analyser. C'est pour ça que moi, j'ai appris à modifier le code justement parce que je voulais comprendre comment ça se passe en dessous de ça. Puis on acquiert beaucoup d'autonomie. Je me questionnais, justement, c'est peut-être un peu plus avancé, là, mais tout en bas, dans la section notes et références. Donc, vous remarquez que les références sont très courtes. Donc, on a le nom de l'auteur, la date, et la page. Pour ceux qui font des travaux de recherche, c'est quelque chose d'assez commun. C'est une référence courte versus une référence longue. Donc, B7, il devrait être ici. Durant B7, ce serait la référence longue. Donc, ici, dans la page de Émile Léligan, il y a toutes sortes de modèles. Il y a des modèles, je vais basculer en mode modifié. Excusez-moi. Il va falloir bientôt passer la parole à Julie. Vas-y, ouais. Donc, je vais juste montrer qu'il y a des modèles pour faire une bibliographie et faire des notes et références. Mais la façon courte, celle que je vous ai montrée, là, en cliquant sur sourcer et en ajoutant, c'est parfait. Vous n'allez pas vous casser la tête plus que ça. Là, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on peut approfondir à peu près à l'infini pour toutes les notions de contribution. Je cède la parole. Ça va, ça me gêne un peu de t'interrompre. C'est la deuxième fois que moi je suis une formation comme ça. La première fois, c'était Mardi c'est Wiki. Puis j'imagine que c'est quelque chose qui devient à la fois un peu addictif. Une fois qu'on est dedans. Puis ça apprend aussi avec la pratique. Il n'y a pas de manière. C'est vraiment bon au début, là, mais je pense que c'est la formation, c'est ça. C'est ça, c'est un bon... Comment dire, un bon petit coup de pouce pour se lancer. Là. Mais le secret, c'est de contribuer. Peut-être que mon niveau est impressionnant pour certains, mais moi, je considère encore que je suis débutante ou à la limite intermédiaire. Mais j'apprends à chaque fois que je contribue, j'apprends quelque chose de nouveau. Oui, mais en effet, on apprend toujours. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à Catherine, qu'on ne voit pas, et à Marianne également, qui est en arrière-scène. Bon, mais merci encore, Anne-Marie et tout le monde. Oui, merci à toi. OK. Au revoir.